chrétiens catholiques célèbrent ce mardi 1er novembre la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, toutes les personnes qui de leur vivant ont tout fait pour mettre leur pas dans ceux du Christ, s'évertuant à vivre conformément à sa parole. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays africains, célèbre ce mardi 1er novembre la journée africaine de la jeunesse. Le thème retenu cette année est l'année africaine des droits de l'homme. Avec l'ordre du jour 2063, l'Afrique que nous voulons, le message du gouvernement dans cette édition. Depuis hier, les résultats du référendum sont en cours de publication. Ce matin, plus de la moitié des résultats étaient connus. Nous serons certainement en direct avec Victorien Ngoua au siège de la CEI pour nous faire le point. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par cette visite du Premier ministre français Manuel Valls qui était en Côte d'Ivoire à la fin d'une tournée africaine. Il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Reportage, Jérôme Kofi à Bolin. La coopération axée sur les ressources humaines, la langue, la culture et le développement économique ainsi que la sécurité pour faire bloc au terrorisme. Tels sont les éléments basiques sur lesquels la France et la Côte d'Ivoire entendent désormais mettre l'accent dans le cadre de leurs relations. Au cours d'un échange ce lundi entre le Premier ministre français Manuel Valls, en visite dans la sous-région ouest-africaine, et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, les deux personnalités se sont félicitées quant à la volonté et la détermination des deux pays à toujours mutualiser les efforts pour le renforcement de la coopération franco-ivoirienne. Vous connaissez les relations privilégiées entre la France et la Côte d'Ivoire et tout le soutien apporté par la République française à la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Manuel Valls est un ami à nous et également un ami de la Côte d'Ivoire. Nous avons été visés, la Côte d'Ivoire et la France, par le terrorisme, et nous faisons face ensemble en matière d'engagement de nos armées, de nos services, de nos polices et de nos gendarmeries, parce que c'est essentiel pour la protection de nos concitoyens, et puis évidemment pour le développement économique. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important encore, c'est la coopération humaine, les échanges humains. C'est vrai sur la langue, c'est vrai sur la culture. C'est ça qui doit caractériser la relation entre la Côte d'Ivoire et la France, cette relation humaine, chaleureuse, fraternelle. Après ce tête-à-tête entre Manuel Valls et le président Alassane Ouattara, un toast a été offert en l'honneur du Premier ministre français. À cette occasion, il a été distingué par son homologue ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Manuel Valls a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est la marque de l'amitié profonde entre la France et la Côte d'Ivoire. Cette distinction, elle est bien sûr pour moi, et j'en suis conscient, et particulièrement touché et ému, moi qui aime l'Afrique et tout particulièrement la Côte d'Ivoire. Mais c'est une distinction d'abord, bien sûr, pour la France, pour les Français, et une nouvelle fois un signe de l'amitié entre nos deux pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également saisi cette occasion pour revenir sur le sens du référendum en vue de l'avènement de la Troisième République. Monsieur le Premier ministre, votre visite intervient à un moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En effet, dimanche 30 octobre 2016, le peuple ivoirien a voté pour une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution traduit notre volonté de doter notre pays d'institutions fortes, modernes, et aussi de garantir durablement la paix et la stabilité dans les années à venir, notamment pour les générations à venir. Cette nouvelle constitution, quand elle sera promulguée, j'espère que cela donnera lieu à la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Ce sera une réelle opportunité pour nous de tourner la page des crises que nous avons vécues. C'est la deuxième fois en l'espace de 3 ans que Manuel Valls vient en Côte d'Ivoire. Sa première visite sur les bords de la lagune Ébrié remonte en novembre 2013 et c'était en tant que ministre français de l'Intérieur. Lors de cette visite, il a été fait commandeur de l'Ordre national ivoirien.
Depuis hier, 16h45, les résultats du référendum sont en cours de publication. À 1h25 ce matin, plus de la moitié des résultats étaient connus. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, nous tenterons de joindre notre correspondant Victorien Angoua au siège de la CEI, la Commission électorale indépendante, pour nous faire le point avant la fin de cette édition. Retour sur le terrain et nous allons nous rendre dans certaines localités pour voir comment s'est déroulé le scrutin pour la nouvelle constitution dans ces localités, et bien sûr. Agboville est situé dans la région de la Niébi-Tiassa, à 79 km d'Abidjan. Le scrutin a démarré à 8 h sans incident, mais aux environs de l'après-midi, il a été perturbé à certains endroits. On nous a signalé quelques incidents dans certaines localités, notamment dans la sous-préfecture de Séchi et aussi ici à l'EPP protestant. Il y a quelques jeunes gens qui ont essayé d'empêcher le déroulement du vote, mais tout est rentré dans l'ordre. Au niveau des protestants, ils ont essayé d'emporter l'une, mais grâce à la vigilance des forces de sécurité, ils ont pu protéger le matériel électoral. Le calme est revenu jusqu'à la fermeture des bureaux. Pour les électeurs de cette circonscription, ce scrutin vient sceller la paix entre les Ivoiriens. Je voudrais saluer le devoir citoyen et demander, inviter vraiment l'ensemble des Ivoiriens à une grande solidarité pour que la cohésion sociale, qui est le socle même de tout développement, puisse donc être au rendez-vous du vote de cette constitution. À Agboville, ce sont 102 150 électeurs inscrits et 302 bureaux de vote qui ont été ouverts. Pour s'assurer du bon déroulement du vote dans le département d'Agnibi-le-Cros, les autorités locales et coutumières ont entrepris une tournée dans les différents centres de vote du département. À l'ouverture des bureaux de vote, le préfet du département effectue son devoir citoyen à l'école Agni résidentielle, après quelques tournées dans des centres de vote. L'ambiance aujourd'hui dans le département est très calme. Je viens de faire le point à 8h30 avec le sous-préfet. Cette initiative est imitée par le roi du Guablin, Nana Agnini Bilé II, venu lui-même s'assurer de l'application de son appel à une élection apaisée. Quelques instants plus tard, nous rencontrons le ministre Pascal Kwaku Abina, venu s'assurer aussi du bon déroulement du scrutin. Il va sillonner plusieurs bureaux de vote en ville comme en campagne. Ces différentes visites ont davantage rassuré la population urbaine comme rurale. Jusqu'à 17h45, les populations revenues des champs continuaient de voter. Comme les autres localités de la Côte d'Ivoire, les populations de Tanani se sont exprimées dans une bonne ambiance. Cette consultation populaire a été l'occasion pour ces citoyens de faire entendre leur voix. Une constitution doit rassembler le plus large possible. Voilà, et pour ça, nous pensons que le président de la République, nos députés, c'est-à-dire les représentants du peuple, ont bien réfléchi, ont essayé de nous sortir ce qui peut rassembler le plus possible les Ivoiriens. Pour aller à la paix, il faut passer par cette étape, parce que la constitution précédente, ça nous a conduit parfois à des impasses. Comme tous les Ivoiriens, nous sommes sortis massivement, venus d'abord accomplir nos droits civiques, mais aussi venir exprimer notre avis sur ce projet de constitution. Ces élections se sont déroulées sans incident, à la grande joie des agents de la CEI locale. On n'a pas constaté d'incident, tout se passe bien. Pour certains qui n'ont pas été formés, on leur explique comment voter. Pour ce référendum, ce sont plus de 60 000 électeurs qui étaient attendus. Centre culturel de Katiola, chef-lieu de la région du Hambol. Ici, 4 bureaux de vote attendent plus de 380 électeurs. Selon les observateurs et superviseurs présents, déjà à la mi-journée, plus de la moitié avaient voté. Le premier magistrat de cette commune a effectué son devoir civique à l'école catholique. Je suis extrêmement heureux d'avoir fait cela et j'ai pu constater que tout se passe bien, tout se passe dans le calme. Et donc je félicite et je remercie les populations qui votent dans le calme. Concernant les votes, ça se passe très bien chez nous, les gars sortent. Dans les autres lieux de vote de la commune de Katiola, qu'il nous a été donné de visiter, le constat est clair. Tout se déroule dans le calme et la quiétude. À 900 km d'Abidjan, Tengrela réveillé par le vacarme référendaire de ce dimanche 30 octobre. Nous avons 25 877 électeurs repartis sur 50 lieux de vote. Depuis hier, on a fait partir le matériel électoral. Donc ce matin, tout se passe bien. Il est 7 h, mais déjà des électeurs en place. Moi, j'ai besoin de voter mon pays.
Alors, c'est à cause de ça que je suis venu très tôt. On est venu voter pour changement, pour notre vie, pour nos enfants. Je dois faire vite pour pouvoir aller faire mes travaux à la maison. 8 heures, ouverture effective des bureaux de vote. À l'école maternelle, la députée de Tengrela accomplit son devoir civique et met le cap sur d'autres centres de vote pour s'assurer des dispositions pour le bon déroulement du scrutin et la marche de la machine à participation. Objectif, plus de 90% le taux de participation au référendum constitutionnel à Tengrela. Sachez que ce référendum a enregistré la présence d'observateurs internationaux, notamment le GERDES, le groupe d'études et de recherche pour la démocratie, le développement économique et social. Il a déployé 150 agents dans différentes localités. Pour cette organisation, le scrutin est crédible. Ouattara-Madou Walter, RT Boaké. 150 agents poursuivent de plus près l'élection référendaire du dimanche 30 octobre 2016. C'est le nombre d'observateurs déployés sur toute l'étendue du territoire ivoirien par le GERDES, le groupe d'études de recherche pour la démocratie, le développement économique et social. Au thème de cette élection, le premier responsable de cette ONG panafricaine fait le bilan des opérations. Il déclare le scrutin référendaire du 30 octobre 2016 comme étant ouvert, juste, transparent, démocratique et crédible. Souleymane Traoré déplore l'absence des partis d'opposition et les interpelle pour les échéances futures. Nous pensons que pour les échéances, surtout qu'il s'agit de la Chambre basse, à savoir la Chambre qui représente le peuple de Côte d'Ivoire, l'une des élections les plus importantes pour nous démocrates, qu'ils essaient de changer un peu leur méthode, à savoir cette méthode de la politique de la chaise vide, qui, en fait, comme nous le disons tantôt, a un effet sur l'enjeu, certes, mais pas sur le jeu. Le GERDES est une organisation non partisane créée en 1990 par des cadres intellectuels africains d'horizons divers, avocats, juristes, économistes, professeurs d'université, fonctionnaires internationaux, ingénieurs. Elle entend faire la promotion de la démocratie au service du développement économique et social. Les Ivoiriens ont donc voté dimanche dernier pour la nouvelle constitution. Depuis hier, 16h45, les résultats de ce référendum sont en cours de publication. Plus de la moitié de ces résultats sont connus. Nous y reviendrons. Le premier grand titre de cette édition, les chrétiens catholiques célèbrent ce mardi 1er novembre la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, toutes les personnes qui de leur vivant ont tout fait pour mettre leur pas dans ceux du Christ, s'évertuant à vivre conformément à sa parole. Les paroisses Saint-Jacques et Saint-Albert de Cocody célèbrent cette fête. Patricia Omouetia. La Toussaint, fête joyeuse, célébrée dans l'allégresse. Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté. C'est pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus ou inconnus. Et c'est une joie de savoir qu'en tant qu'être humain, nous sommes appelés à être saints. Nous avons notre contemporain, le pape Jean-Paul II, que nous avons tous vu, qui est devenu saint. Donc c'est possible, c'est de se conformer aux lois de Dieu. Le texte des béatitudes, qui est l'évangile lu au cours de la messe de la Toussaint, nous rappelle que la sainteté est fidélité, amour, bonté et surtout accueil de la parole de Dieu. L'occasion de la fête de Toussaint doit faire retentir de façon vibrante le message que nous sommes enfants de Dieu avant tout. Ce nombre de saints que nul ne peut dénombrer, il y a les saints connus, il y a les saints inconnus. Donc aujourd'hui, nous allons nous souvenir de tous ces saints-là en pensant à nos parents qui ne sont plus. La fête de la Toussaint illumine le jour suivant, le 2 novembre, la commémoration de tous les fidèles défunts. Avec tous les saints inconnus ou connus, l'Église prie particulièrement pour tous les défunts. Autre titre de cette édition, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays africains, célèbre ce mardi 1er novembre la journée africaine de la jeunesse. Le thème retenu cette année est l'année africaine des droits de l'homme envers l'ordre du jour 2063, l'Afrique que nous voulons. Le message du gouvernement est dit par le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, Sidi Tiemoko Touré. Reportage Koné Pargasoro. L'Afrique que nous voulons est une Afrique émergente en 2063,
avec l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Et la Côte d'Ivoire, voulant en être une locomotive, s'est engagée à l'atteinte à l'horizon 2020. Cette émergence passe nécessairement par la reconnaissance des droits des jeunes. L'adoption de la politique nationale de la jeunesse 2016-2020, articulée autour de 5 stratégies, que sont son autonomisation, sa promotion, le civisme et la citoyenneté, sa protection et son accompagnement vers l'insertion et l'emploi, prend en compte les besoins des jeunes pour une meilleure implication dans le processus de resocialisation et d'encadrement de ceux en situation de vulnérabilité et de radicalisation. Une journée célébrée autour du thème « L'année africaine des droits de l'homme » envers l'ordre du jour 2063, l'Afrique que nous voulons. Prenant appui sur cette thématique, surtout sur le contexte sociopolitique qu'est le nôtre, il conviendrait de consolider le thème ainsi qu'il suit. Reconnaissance des droits des jeunes, filles et garçons, pour une Afrique émergente à l'horizon 2063. Il vous revient donc, au risque d'hypothéquer les efforts consentis à votre endroit par l'État de Côte d'Ivoire, de marquer votre engagement dans la consolidation des acquis en prenant votre place et en jouant votre rôle dans la vie citoyenne et économique de la nation, gage d'une Côte d'Ivoire émergente. Pour le ministre Sidou Touré, la journée africaine de la jeunesse célébrée tous les 1er novembre offre l'opportunité au président de la République, Alassane Ouattara, et à l'ensemble du gouvernement ivoirien de marquer leur attachement à la jeunesse qui constitue plus de 77% de la population. Et tout à fait autre chose à présent, le conseil régional de San Pedro vole au secours de l'école à Gabiadji. En attendant l'achèvement complet du collège moderne, des salles de classe vont être aménagées pour combler le déficit en salles de classe dans cette localité. Sidonie Waka Davila. Il y a urgence, il faut aller vite pour caser les nombreux élèves sans salle de classe ce début d'année à Gabiadji. Pas moins de 600 élèves suivent les cours dans des conditions bien difficiles. Face à ce déficit de salles de classe, le conseil régional a décidé de réagir. Les travaux de construction du collège moderne vont connaître une accélération. Des salles de classe vont être aménagées pour parer au plus précis. Que l'école est la priorité du conseil régional. Nous avons entendu l'appel du DR. Nous connaissons la souffrance de nos populations par rapport à leurs enfants. Il avait été normalement prévu qu'effectivement, nous puissions construire un collège ici à Gabiadji pour 2017. Nous allons réhabiliter, ce sera effectivement un collège de 16 classes qui sera opérationnel dans sa première phase en janvier 2017. Un bâtiment flambant va abriter les locaux de l'inspection de l'enseignement primaire, œuvre du conseil général, conseil régional, tout comme la future résidence du médecin du centre de santé de Gabiadji. Le président du conseil régional a procédé à la pose de la première pierre d'un bâtiment de 3 classes à Kwadiokro, village de la sous-préfecture de Gabiadji. Le président du conseil régional de San Pedro a posé la première pierre du bâtiment qui permettra aux écoliers qui fréquentent ce bâtiment en banco d'être dans de meilleures conditions comme leurs camarades d'à côté. Autre information, le conseil Café Cacao a offert une ambulance au village de Nonoa dans la sous-préfecture de Gabiadji. Cette ambulance a coûté 30 millions de francs CFA, nous dit Thérèse Tapeyopoué. Nonoa est une localité située dans la sous-préfecture de Gabiadji, dans la région de San Pedro. Le centre de santé de ce village est doté désormais d'une ambulance, fruit d'un plaidoyer de la coopérative agricole de Nonoa, du sous-préfet de la localité au conseil Café Cacao. Comme le slogan du conseil du Café Cacao le dit, le conseil du Café Cacao au service du producteur, et nous mettons au service du producteur en offrant à cette population-là cette ambulance-là pour permettre l'évacuation beaucoup plus facilement de nos parents producteurs en cas d'accident et en cas d'accouchement. Nous sommes très heureux ce matin d'avoir cette ambulance parce que nous avons perdu des soeurs pendant l'accouchement. Parce que le centre de santé le plus proche ici, c'est à 25 km. D'un coût de 30 millions, cette ambulance va servir non seulement au transfert des malades de Nonoa vers les grands centres de santé, mais également de ceux des autres villages et campements environnants, d'où la joie de toute la population présente à la cérémonie. Le sous-préfet de Gabiadji a affirmé que grâce à la politique de portée sociale du chef de l'État, tous les centres de santé communautaires seront dotés de matériel adéquat.
Dans le cadre des activités de la Journée mondiale de la santé, le district sanitaire de Soubré, avec l'appui technique et financier de Médecins du Monde, a organisé une campagne de sensibilisation et d'information sur l'importance de la contraception chez les jeunes et les adolescents. Éric Goré. Campagne de sensibilisation pour l'utilisation de la contraception par les jeunes filles. Cette campagne qui a lieu dans le district sanitaire de Soubré est une initiative de Médecins du Monde. La campagne vise à lutter contre les grossesses non désirées. Pour les organisateurs, la contraception est un moyen efficace pour éradiquer les grossesses en milieu scolaire. Considérée autrefois comme un sujet tabou, la contraception est aujourd'hui un moyen efficace qui protège le parcours scolaire de la jeune fille, lui évitant des grossesses précoces. Selon l'OMS, il y a plus de 80 millions de grossesses non désirées dans le monde. Un quart de ce chiffre se terminerait par des avortements, entraînant près de 70 000 décès. Au nom de ses camarades, Yeo Grasse, élève en 4e, a salué l'initiative. Kei Florent, coordonnateur du site Médecins du Monde, a donné les raisons de la journée mondiale de la contraception. Quant au préfet de région, il s'est réjoui de cette cérémonie d'information qui va lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Le thème de cette campagne de sensibilisation est « Investir dans la contraception, c'est garantir l'avenir ». Ici, à Abidjan, lorsqu'il y a des événements heureux ou malheureux, cela est perçu par des installations anarchiques d'abris dans les rues, ce qui cause des désagréments aux populations qui appellent à plus de responsabilité de la part des autorités communales. Cita Soro. À Djamé, quartier Banfora, dimanche matin, jour d'emplette pour Yacouba Fofana. Mais ce dimanche encore, comme tous les autres, ses courses, il les fera à pied ou en taxi. Depuis quelques années où il y réside, sorti de son quartier en voiture, est devenu quasiment impossible pour lui. Les bâches installées anarchiquement l'y empêchent. À votre réveil, vous ne pouvez ni sortir à gauche ni à droite. Et c'est des négociations à n'en point fini. Et souvent, quand ils sont déjà installés, là, on ne peut plus rien faire. Soit vous attendez à ce que la manifestation finisse, et même quand bien même que ça finit, ils ne vont pas se lever, ils vont passer toute la journée, ainsi de suite. Mais c'est toujours c'est source de conflits. À l'instar du quartier Banfora, c'est toute la commune d'Adjamé qui est touchée par le phénomène des bâches installées dans le désordre. Une situation normale au dire des uns et des autres. Bon, c'est un coin de retrouvage des jeunes. C'est pour cela tous les dimanches, nous sommes là. On s'amuse, on se retrouve pour faire la joie. S'il n'y a pas palabre, il n'y a pas d'autorité qui va venir pour dire non, pourquoi vous êtes en train de faire ça, pourquoi vous êtes en train de faire ça. Le maire c'est un homme, il est très gentil avec nous. Il ne nous donne pas la permission de nous installer, si tu vois. Le quartier même, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas un coin pour qu'on s'amuse. Et si tu vois, mais c'est nous, on se force pour retrouver un coin pour s'asseoir, pour s'amuser. Après Adjamé, direction Atekoubé. Même constat. Une bâche en pleine rue, de la musique, les festivités vont bon train. Il s'agit en fait d'un mariage. J'en ai un frère qui se marie, donc nous sommes là pour le mariage. Il n'y a jamais eu de problème. On vient, on s'installe, on fait ce qu'on veut, puis après on s'en va. Non loin de là, un usager stoppé dans son élan par cette installation. Il se donne à une manœuvre interminable pour rebousser chemin. Que de désagréments pour les usagers. Ça nous dérange parce que quand tu as vécu comme ça, tu veux passer quelque part, il faut que tu tournes, tu dois aller tourner ou tu dois pas aller tourner. Bon, tu vas aussi là-bas aussi, tu trouves que c'est bloqué. En tout cas, samedi, dimanche, on a tous les problèmes à Tokoubé. Il n'y a pas de route là, les routes tous sont barrées. Souvent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour passer. Sur la route, on n'arrive pas à faire demi-tour facilement, vraiment ça nous crée des problèmes. Rien ne te dit même qu'en faisant le demi-tour, tu ne vas pas aller rencontrer une autre bâche quelque part. Souvent, on est obligé de faire le tour du quartier, alors que ce n'est pas dans le contrat avec le chauffeur de taxi. Et ça fait des discussions inutilement. Les riverains n'en disent pas moins. Il est inconcevable, selon eux, que des personnes occupent le domaine public sans autorisation. Ils accusent les autorités communales. On s'adresse directement aux autorités parce que si dans la commune, il y a les autorités compétentes qui n'arrivent pas à agir, eux-mêmes sont dans la commune, ils voient ce qui se passe. Il faut que le premier magistrat tienne compte de cela. Il n'a qu'à essayer de voir et organiser ses agents là où on ne doit pas mettre des bâches dans les voies publiques. Il n'a qu'à interdire ça. Je ne sais pas si la mairie ne s'organise pas en fonction des rues, des trucs pour donner autorisation aux gens, je ne sais pas comment ça se passe. Mais souvent, c'est une seule entrée, une seule sortie à tout coup le dimanche. Les autorités, quant à elles, tentent de se justifier. Les jeudis et le week-end.
parce que ce sont ces moments-là qui sont les plus utilisés pour les cérémonies festives et souvent aussi, malheureusement, pour les condoléances et les funérailles. C'est lié au fait que notre habitat est composé essentiellement de cours communes. Nous donnons des autorisations sur des axes non structurants pour ne pas empêcher la circulation des personnes et des biens. C'est ce que nous faisons. Et souvent, il y a des dérapages parce que les populations préfèrent rester immédiatement à côté de leur maison et non pas aller dans le carré qui est un peu plus lointain. L'occupation des rues, notamment dans la commune d'Adiamé, qui est l'ensemble de la panoplie de la culture africaine, il faut dire que c'est des habitudes déportées depuis le village jusqu'en ville. Il ne s'agit pas de s'imposer, mais il s'agit d'amener les gens à comprendre la nécessité d'harmoniser un peu les espaces pour une question de commodité, afin que ce ne soit pas trop gênant pour tout le monde. Après la phase de sensibilisation, des sanctions sont prévues à l'encontre de toutes ces personnes qui enfreignent aux dispositions mises en place par les autorités communales. Les mesures, c'est simple, c'est des amendes, ou c'est purement, même pendant la cérémonie, venir interdire la cérémonie, enlever les abris. Il faut prendre une autorisation. Tous ceux qui vont se retrouver sans autorisation, nous serons obligés. Nous serons obligés non seulement de mettre en fourrière les abris et bâches qui ont servi à créer cette nuisance, nous allons saisir les appareils qui font les nuisances et nous allons aussi mettre une pénalité pour tous les opérateurs économiques qui, sans tenir compte de nos instructions, barrent les rues de façon anarchique. Pourvu que ces mesures soient respectées pour le bien de tous. Changeons de sujet, le bac du village d'Abradino, village situé en bordure de la Komwe dans le département de Bétié, n'est plus fonctionnel. Il a cédé sous le poids d'un camion de 10 tonnes d'une entreprise de travaux publics. Les préjudices de cet accident sont lourds. Kwasi Mamadou. C'est une population d'Abradino complètement désemparée qui a appris ce vendredi 28 octobre la panne de son bac. À l'origine, un camion de 10 tonnes d'une société de travaux publics dont le bac n'a pu supporter le poids et qui a terminé dans le fleuve. Aujourd'hui, le camion de 10 tonnes et une moto séjournent encore dans les profondeurs de la Komwe. Distant de plus de 300 km d'Abidjan en passant par Bengourou, ce sont 160 km qu'il faut parcourir pour atteindre Abradino et 193 km pour Béti en passant par Yakassé à Tobro, soit 150 km en moins. Autant dire que ce bac est plus qu'utile en attendant mieux. Depuis que ce bac a été installé le 15 mars 2014, il est devenu le trait d'union entre Abidjan et le sud de toute la région Diablé-Indénié. Tous les villages qui sont dans le département de Bétié et au sud du département d'Abengourou passent par Abradino, passent par ce bac pour aller à Abidjan, en passant par Yakassé à Toboro. Ce bac donc est devenu très utile pour nous. Et quand un accident comme celui-là arrive, il va sans dire que toute la région est paralysée. Nous tenons beaucoup à cette évolution sur le trafic et sur l'utilisation, l'implantation de ponts métalliques à Abradino. Aujourd'hui, la population d'Abradino, village situé dans le département de Bétié, a les yeux tournés vers l'État de Côte d'Ivoire pour la construction d'un pont métallique qu'elle appelle de tous ses voeux. Après Bradino, rendons-nous maintenant dans la localité de Mankono où le village de Bada est désormais connecté au réseau électrique national. En plus de l'électricité, Bada aura dans quelques mois son centre de santé. Nous allons rester avec Kwasi Mamadou. Ces populations peuvent se réjouir. Leur rêve, caressé depuis des décennies, devient une réalité. Leur village, Bada, situé dans la sous-préfecture de Bondougou, dans la région du Béri, est désormais connecté au réseau électrique national. Une œuvre du président de la République, Alassane Ouattara, à travers le conseil régional du Béri. Cette mise sous tension ouvre donc la voie au développement de cette localité. En plus de l'électricité, les populations de Bada disposeront dans quelques mois d'un centre de santé moderne. Des infrastructures qui vont favoriser la création d'activités génératrices de revenus, mais aussi permettront aux populations de s'informer à travers la télévision. Ces populations heureuses ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au conseil régional du Béri pour ce double cadeau. Abdelkader Karamoko a rassuré la population des actions de développement en leur faveur. C'est pourquoi il les a appelés à la patience, car de nombreuses initiatives sont en cours afin d'améliorer considérablement le quotidien de l'ensemble de la population de la région du Béri. Le président du conseil régional a rappelé les actions dans le domaine de l'éducation, avec la fourniture en tabac aux écoles de la région.
La dégradation de la voie principale menant à leur village est l'un des soucis actuels des populations de Bada. Depuis hier, les résultats du référendum sont en cours de publication. Ce matin, plus de la moitié des résultats étaient connus. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, nous joignons notre correspondant Victorien Angwa au siège de la CEI, la commission électorale indépendante, pour nous faire le point. Bonjour Victorien, quel est le point des résultats? Bonjour Victorien, est-ce que vous nous entendez? Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Alvor Assa. Nous sommes encore au siège de la commission électorale indépendante pour poursuivre les résultats et ce sera pour tout à l'heure autour de 14 h. Mais je rappelle aux téléspectateurs que hier nous avons pu obtenir quelques résultats et au niveau de la diaspora nous avons pu avoir 11 pays sur les 13, le Mali, le Sénégal, la Belgique, l'Italie, la Grande-Bretagne, le Gabon, le Canada, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Guinée-Conakry et le Maroc. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les régions suivantes ont pu obtenir les résultats. La Bagoué, la Mé, l'Ifou, la Niébitiassa, le Boukani, le Hambol, le Bélier, le Nzi, l'Indénié Diablin, le Sud Komoué, le Rodougou, le Béré, le Bafing, le Moronou, le Gbeke, le Kabadougou, le Folon, le Go, le Tonkwi et le district autonome de Yamoussoukro. Au niveau du district autonome d'Abidjan, nous avons pu obtenir aussi quelques résultats provisoires des communes suivantes: Adjamé, Abobo, Cocody, Plateau, Port-Boué, Atekoubé. Donc cet après-midi, je pense que le commissaire de la CEI se présentera ici pour nous donner les résultats au niveau de la diaspora, les résultats de la France et les États-Unis qui sont attendus. Il y a aussi 15 régions et 4 communes et 3 sous-préfectures du district autonome d'Abidjan. Merci Alvaro. Merci Victorien Angwa, que vous retrouverez dans quelques instants. Et nous allons terminer avec cette information. En Italie, plus de 15 000 sinistrés ont été relogés dans des hôtels et des installations provisoires après le séisme d'une violence sans précédent qui s'est produit dimanche dans le centre du pays. Désormais sans toit, ces personnes ont grossi les rangs des milliers, d'autres déjà frappés par 2 puissants séismes fin août et mercredi 26 octobre dans cette même région montagneuse. Voilà, avant de nous quitter, je rappelle que dans quelques instants, vous retrouverez Victorien Angwa à la CEI, en direct bien sûr sur RTI 1 pour certainement les derniers résultats du référendum. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.